Bienvenue à l'émission À la Une. Québec va potentiellement devenir la première province à réglementer, donner un sceau d'approbation à l'hébergement touristique chez le particulier dans certaines conditions. Si vous louez votre logement ou votre maison pendant vos vacances annuelles, le gouvernement ne cherche pas à saper ce petit revenu additionnel que vous allez chercher grâce à un site Internet de location, par exemple. Mais si cette location devient commerciale, si vous louez votre logement ou une partie de ce logement de façon régulière et publique, donc un logement que vous n'habitez pas, par exemple, alors là, le projet de loi 67 vous cible tout particulièrement. Ainsi, on va vous montrer quelques données. Si vous louez de façon constante et publique et non pas de façon occasionnelle, vous devrez vous certifier et payer la taxe d'hébergement. On prévoit ajouter des inspecteurs pour veiller à ce que les exploitants respectent les nouveaux règlements. Et puis, les amendes seront plus coriaces aussi pour les délinquants. Est-ce que ce sera efficace? Est-ce que c'est une bonne idée de cibler certains exploitants des plateformes collaboratives au lieu de la plateforme en soi? Et est-ce que ces mesures pourront ramener des clients vers les hôtels établis? Quelques-unes des questions qu'on pose aujourd'hui au cours des prochaines minutes à Michèle Doré, présidente à l'Association des hôteliers de la région de Québec, qu'on retrouvera sous peu. Également Mathieu Bédard, économiste à l'Institut économique de Montréal, qui est avec nous en studio. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de nous retrouver pour cette discussion-là. Avant de la commencer, on va commencer par entendre l'entrevue qu'a accordée la ministre du Tourisme, Dominique Vien, à mon collègue François Gagnon. Vous allez me permettre de bien spécifier qu'il n'est pas ici question de légiférer ou de contraindre Airbnb ou HomeAway ou d'autres plateformes collaboratives qui existent actuellement. Ce que nous cherchons à faire, c'est de venir recentrer, si vous voulez, et donner un peu plus de mordant à la loi actuellement pour faire en sorte qu'effectivement, les gens qui font de l'hébergement touristique paient leur dû, paient les frais exigibles pour l'attestation, une attestation que nous sommes la seule administration, d'ailleurs, au Canada et dans bien grand dans le monde à avoir comme système. Donc, de faire en sorte que ces gens-là qui jouent sur la même patinoire que les hôteliers ou autres établissements touristiques paient leur dû. Il n'est pas ici non plus question, ici on vient un peu le spécifier également dans la définition que nous donnons d'hébergement touristique, de venir contraindre ou assujettir monsieur ou madame tout le monde qui, 2 ou 3 reprises dans l'année, quittent en voyage et décident de louer leur appartement, leur condo ou leur chalet. Ce ne sont pas les gens que nous visons. Comment, justement, les inspecteurs pourront travailler? Là, vous en rajoutez 16. Ils seront maintenant au nombre de 18. On le sait que sur Internet, c'est surtout de la veille qui doit se faire. Est-ce qu'on va faire de l'inspection systématique? Ça se fera par délation ou si vos inspecteurs auront des outils nécessaires pour aller fouiller sur Internet également? Bien, déjà, le fait que nous ayons au Québec ce système de classification et d'attestation nous donne un bon coup de pouce qui n'existe pas ailleurs, sinon sur une base volontaire ou dans un système privé. Ici, c'est étatique, c'est obligatoire. Alors ça nous donne une bonne base de connaissances. Évidemment, les inspecteurs, ils sont au nombre de 2 actuellement. Ils sont au ministère. Ils font de l'inspection. Ce que nous proposons, c'est d'arriver à convaincre, en fait, de mettre en place un système d'inspecteurs en utilisant les classificateurs qui sont actuellement chez nos mandataires. Alors, ce sont des gens qui sont habitués, qui connaissent chacun de leur milieu, qui connaissent les hébergements touristiques, que ce soit des gîtes, que ce soit les campings ou encore des hôteliers, et de leur donner des pouvoirs d'inspection. Et d'autre part, les 2 inspecteurs que nous avons actuellement, les seuls que nous ayons au Québec, qui sont au nombre de 2, d'en faire des enquêteurs. Alors là, on vient franchement avoir une force de frappe beaucoup plus grande que ce que nous avions actuellement. Et vous avez raison de le souligner, M. Gagnon. Il y a aussi de la délation, on va dire ça comme ça, des gens qui vont dire, bien, j'ai l'impression que dans telle résidence ou ailleurs, il se fait de l'hébergement touristique. Je suis pas sûre que ces personnes-là sont classées ou je suis pas sûre que ces personnes-là paient leur dû, etc. Alors, allez donc faire un petit tour. Et il arrive aussi que nous y allions et que ces gens-là, effectivement, n'étaient pas au courant. Alors, on va demander à nos inspecteurs de faire beaucoup de pédagogie, d'informer, d'accompagner ces gens-là. Bon, parce qu'il y a plusieurs points également là-dedans. Il y a tout le côté fiscal. Est-ce qu'à ce moment-là, une personne qui est sur Airbnb, qui le fait à l'année, cette location-là, devra non seulement payer cette fameuse taxe, ses frais d'hébergement, mais rajouter à ça la TPS, la TVQ? Est-ce qu'elle a payé ses impôts? Est-ce qu'il y a une accointance entre vous, le ministère du Tourisme, et celui de Revenu Québec?
Vous avez tout à fait raison. Cette accointance, elle existe. Ce canal communicant et ces canaux communicants, ils existent également. Alors, effectivement, la personne qui fait de l'hébergement touristique au Québec doit se faire attester, doit se faire classifier, doit payer les frais qui s'y rattachent, doit prélever les taxes et notamment la taxe spécifique sur l'hébergement, la taxe d'hébergement communément appelée. Une taxe qui ne vient pas au gouvernement, je tiens à le spécifier, c'est une taxe qui retourne dans les régions pour justement faire de la promotion touristique. Alors, les hôteliers la prélèvent. Il faut que les personnes qui font effectivement de l'hébergement touristique la prélèvent également. Tout ça dans l'intérêt supérieur des régions pour la promotion de leurs attraits touristiques. Et une dernière question, Madame la ministre. Les attestations de classification, est-ce que c'est difficile à obtenir? Ce sera quoi la procédure là, pour ceux qui se sentiraient peut-être coincés dans un coin? C'est pas très difficile, M. Gagnon. Non, c'est vraiment pas très difficile comme procédure pour avoir son attestation. D'abord, il faut se classer, il faut répondre aux conditions, bien entendu, il faut payer les frais. Oui. Il faut avoir une assurance responsabilité de 2 millions de dollars, comme vous et moi, probablement, on peut avoir pour notre résidence, tout simplement. Alors, et même, on va venir simplifier la chose parce qu'auparavant et actuellement, quelqu'un qui veut avoir une attestation doit demander à la municipalité si au niveau des usages, de l'urbanisme, on est conforme. Dorénavant, avec le projet de loi, si on m'en donne l'occasion, c'est dorénavant le ministère du Tourisme qui va faire ces démarches-là. Donc, moins de démarches pour le demandeur et ça ne lui coûtera plus un sou. Donc, voilà pour les explications de la ministre du Tourisme, Dominique Vien. Je vais maintenant me tourner vers Mathieu Bédard, économiste à l'Institut économique de Montréal. Et je vous dis qu'on aura la réaction, parce qu'on veut bien sûr savoir ce qu'en pensent les hôteliers de ces propositions issues de Québec. On va parler dans quelques minutes à Michel Doré à cet égard-là. Donc, Mathieu Bédard, merci de participer. Vous venez d'entendre des explications de Mme Vien. On en parlait un peu avant d'entrer en ondes, cette idée que le gouvernement se mêle de ça, va taxer des gens qui veulent chercher un revenu additionnel, mais pourtant, elle est très claire. On ne veut pas commencer à aller taper sur la tête des gens qui vont louer de façon occasionnelle vraiment leur maison ou leur appartement. Et pourtant, on parle très souvent de gens qui ont des tout petits revenus, qui veulent aller chercher par ces moyens-là des petites sommes supplémentaires qui n'ont pas forcément envie d'ouvrir la porte à des fonctionnaires pour venir se faire dire si leur chambre vaut 2 ou 3 étoiles. Les sites ont des systèmes qui marchent sur la réputation, qui marchent sur les commentaires des usagers, qui fonctionnent extrêmement bien. Mais les mesures qu'elle présente aujourd'hui ne visent pas ces gens-là. Si on loue sa demeure pour quelques fois par année, bon, on est curieux de savoir c'est quoi une location occasionnelle et c'est quoi une location constante, parce que le diable est dans les détails, là, il y aura des zones grises. Mais pour la personne qui le fait de façon occasionnelle, et c'est vraiment sa maison, et non pas un endroit qui est déjà vide, c'est pas ces gens-là qu'on vise, pourtant. Mais pourtant, la plupart des personnes qui offrent ces logements-là, qui offrent ces chambres-là, qui offrent leur divan, c'est des gens qui habitent là à longueur d'année, qui cherchent à avoir un petit revenu. Écoutez, moi-même, j'ai été utilisateur d'Airbnb. J'ai fait affaire à des pères de famille monoparentales qui n'arrivaient pas à payer les traites sur sa maison, puis qui allaient chercher un petit revenu. J'ai fait affaire, écoutez, il y a même un étudiant qui m'a laissé son appartement, qui est allé dormir chez sa blonde ce soir-là, pour avoir ce petit revenu supplémentaire-là. C'est une façon qui est très facile, qui fonctionne, que les usagers aiment bien, que les gens qui proposent leur chambre, leur lit, leur divan aiment bien. Pourquoi est-ce qu'on va s'en mêler? Donc, vous, ce que vous dites, c'est que de façon... Votre perception d'Airbnb ou toute autre plateforme collaborative, c'est que de façon majoritaire, ce sont des gens... Le père de famille monoparentale ou l'étudiant qui est allé dormir chez sa blonde, ça, c'est plutôt symbolique d'Airbnb. Ce ne sont pas des commerçants, selon vous. Non, c'est des gens qui cherchent un petit revenu supplémentaire. Ils ne vont pas aller chercher des sommes faramineuses au bout de l'année avec ça, mais ça peut leur donner un petit coup de pouce. Ça peut les aider à joindre le bout. Donc, quand vous avez entendiez les hôteliers au cours des derniers mois dire, écoutez, ça menace notre modèle d'affaires, on va perdre des revenus, peut-être pas les grands hôtels, mais les petits hôteliers, la petite auberge qui paye justement sa certification et la taxe sur l'hébergement. Bien, écoutez, c'est pas très juste pour eux, là. S'ils ont besoin de crier à la concurrence déloyale à propos de gens qui louent leur divan la fin de semaine,
Je pense qu'ils devraient regarder de leur côté avant d'essayer d'aller prélever de l'argent dans les poches des autres. Hein. Vous savez, au lieu d'augmenter la taxe puis de l'appliquer aussi à ces tout petits logements-là, pourquoi est-ce qu'on ne l'enlèverait pas? Vous savez, la taxe d'hébergement, c'est une taxe qui n'est même pas obligatoire. Il faut que ce soit les régions touristiques qui demandent spécialement à Québec pour que ça soit expliqué dans leur région. C'est même pas obligatoire que ça le soit. Ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde de tout simplement arrêter avec cette taxe-là, arrêter de la prélever. Puis tout le monde serait sur un même pied d'égalité, puis le système serait beaucoup plus simple en plus. Donc, pas de taxe d'hébergement pour tout le monde, finalement, que ce soit un exploitant sur Airbnb ou que ce soit un hôtelier. Est-ce que Mme Doré est en ligne? Parce que je suis sûre qu'à vous entendre, elle va avoir envie de réagir. Est-ce qu'on peut l'entendre? Elle n'est pas encore là. Bon, aussitôt qu'on l'aura, on va lui répéter vos propos. Bien sûr. Donc, je continue avec vous. Alors, ce que vous dites, c'est que pas de taxes pour tout le monde, mais reste que ces revenus-là, quand même, il faut les déclarer. Les gens, que ce soit un petit revenu ou un grand, il faut le déclarer. Vous pensez que... Vous savez, sur ces plateformes-là, les paiements se font par carte de crédit. Hein. Il n'y a pas d'argent cash qui s'échange de main en main. Donc c'est pas un secteur gris de l'économie. Ça passe par des banques, ça passe par les sociétés de carte de crédit. Et ensuite, c'est le même problème qu'ont n'importe quelle entreprise hein, pour déclarer. Ça prend de l'honnêteté. Faut que les impôts fassent leur travail, bien sûr. Mais c'est pas différent d'aucune autre entreprise, d'aucun autre type de revenu que n'importe qui peut avoir. On me dit que Mme Doré est en ligne. Bonjour, Michèle Doré, donc présidente de l'Association des hôteliers de la région de Québec. Bonjour, Mme Doré. Bonjour, Mme Saint-Laurent. Merci de vous joindre à la conversation. Avant de vous faire réagir aux propos de M. Bédard, que je vais vous répéter parce que je ne suis pas sûre que vous allez les apprécier, honnêtement, je veux tout d'abord connaître votre réaction à ce qu'a présenté la ministre Vien aujourd'hui. Est-ce que c'est satisfaisant pour les hôteliers? Bien oui, c'est très satisfaisant pour les hôteliers parce que tout le monde va être sur le même pied d'égalité. Et c'est tout ce qu'on réclamait parce que ce soit la plateforme Airbnb qu'on considère comme tout simplement des petites annonces ou une autre, il fallait juste une saine compétitivité entre tout le monde. Donc, pour vous, la façon dont on s'y prend, c'est plus efficace que, par exemple, de s'attaquer à la plateforme en soi? Ben oui. Ça, pour moi, il est certain qu'une plateforme... Écoutez, les temps ont changé. De tout temps, il y a eu des petites annonces, que ce soit dans les journaux ou au babillard du supermarché. Les plateformes comme ces plateformes-là sont une offre d'affichage et les gens doivent donc s'afficher en quelque part. Ils choisissent celle-là pour avoir des locations puisque ces plateformes-là sont mondiales. Alors, à partir de ça, la plateforme en elle-même n'est pas illégale. C'est un business. Où on a un problème, c'est quand quelqu'un qui décide de ne pas se soumettre, entre guillemets, aux lois de l'industrie. C'est là que ça devient illégal. Bon, on est en compagnie, je vous le rappelle, de Mathieu Bédard, économiste à l'Institut économique de Montréal, qui, avant qu'on puisse avoir le plaisir de vous entendre, Mme Doré disait que la plupart des gens qui sont sur Airbnb, ce sont des particuliers qui cherchent à avoir un petit revenu additionnel. M. Bédard en a fait l'expérience d'ailleurs, a mentionné avoir déjà séjourné chez un père monoparental qui avait besoin d'un peu plus de sous, chez un étudiant qui a même eu... Chez des retraités. Chez des retraités. Donc, selon lui, ce sont principalement des gens qui cherchent un peu plus de revenus et non pas des commerces établis et que s'il faut commencer à aller envoyer des inspecteurs chez ces gens-là pour vérifier la qualité de la chambre, on est vraiment en train de finalement d'avoir trop d'interventionnisme gouvernemental, et de toute façon, on n'arrivera jamais à avoir un fonctionnaire derrière chaque étudiant qui veut louer son divan à des passants. C'est impossible. Vous répondez quoi à ça, Mme Doré? Bien, je pense que, honnêtement, il n'a pas compris l'esprit de la loi. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, parce qu'on ne s'attaquera pas à ces gens-là. C'est quelqu'un, en fait, les gens qui vont le faire sous une base temporaire, c'est les gens qui n'en feront pas le commerce. Et donc, c'est de s'afficher commerce, sur une quand base... on cherche un petit revenu pour améliorer son fin de mois, il faut que votre appartement, il faut que votre chambre, il faut que votre divan il soit annoncé à longueur d'année.
forcément, ça va s'adapter à eux. Ah. Forcément, ils vont devoir demander à ce que des fonctionnaires aillent chez eux pour vérifier leur chambre, pour inspecter, pour leur dire si c'est 2 ou 3 étages. Puis ça, je doute que les gens apprécient vraiment de devoir ouvrir leurs portes comme ça. Madame Doré? Bien, écoutez, s'ils décident d'en faire un commerce, parce que moi, demain matin, je pars en Europe et je décide que je loue ma maison ou que je loue une chambre de ma maison puisque les enfants sont partis, ils sont grands. Le gouvernement, je la loue de façon temporaire et je ne la loue pas de façon régulière. Ça, c'est un autre paire de manches. Bien, Madame Vien a dit Mais que c'est le important de petit définir étudiant- la notion d'occasionnalité. Là, elle est où la différence? Là, on Oui. comprend qu'on ne s'attaque pas à la personne qui va louer sa demeure pour 2 à 3 semaines, une fois par année. Quoique cette personne-là va peut-être vouloir s'afficher à longueur d'année pour être sûre d'avoir un client lorsqu'elle ne sera pas là. Mais et c'est quoi la différence entre ça ou quelqu'un qui va louer peut-être 4 à 5 fois par année? Là? On n'a pas vraiment défini la notion d'afficher, de fâcher de façon constante et de façon publique. Et cette notion d'occasionnalité, c'est pas très clair. Bien, pour le moment, c'est encore, il y a des choses à finaliser, mais il faut faire la différence entre, vous le savez comme moi, puisque je pense que vous avez dû tous et chacun regarder les calendriers de disponibilité de ces gens-là. À partir du moment où le petit étudiant va afficher de temps en temps sa chambre, Oui, mais sa chambre, il l'a à longueur d'année. Il l'a pas seulement quelques fins de semaine par année. Quand vous avez une chambre d'invité, alors, dans ce c'est en cas-là- permanence dans votre maison. Elle disparaît pas dans certaines oui. périodes. Oui, mais si sur le calendrier de disponibilité, elle est en bon québécois, bookée à presque Elle est- longueur d'année? Là, on se ça, trouve à ça quelqu'un devient qui loue de commerce. façon constante. On loue de Mais oui. façon constante, mais c'est Mais des oui. tout petits revenus. Écoutez, c'est pas des sommes faramineuses. Mais oui, mais- C'est pour des gens qui sont dans le besoin. On va leur dire qu'ils n'ont plus le droit, qu'ils doivent... Ils doivent faire entrer un bureaucrate chez eux pour leur dire comment runner leur chambre d'invité. Attendez, soyons un peu sérieux. Non. Bien, soyons peut-être un peu sérieux, mais pour moi, qu'un hôtel, cher monsieur, j'en suis surtout avec la sécurité aussi et la présence. Écoutez, le Québec est une destination qui s'est dotée de classification et les gens savent à quoi ils s'attendent. Bon. Vous avez, peu importe, quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui se retrouve dans un sous-sol ou dans votre chambre d'étudiant et il se déclare un feu. Et qu'est-ce qui dit qu'il est en sécurité, notre touriste? Oui, là, il y a tout le chapitre des assurances. Mais moi, j'ai juste une dernière question, Mme Doré. Oui, Est-ce mais que non, vous non, pensez- les assurances... Oui? Mais Madame, c'est je m'excuse, c'est mais les logements qui assurances ne fonctionnent couvrent avec des pas. systèmes de réputation. De la même façon que les sites des hôtels, maintenant, ont adopté la même chose. Ça fonctionne avec les réputations. Ouais. Si vous avez aimé votre chambre, vous donnez une bonne note. Airbnb, tous ces autres systèmes-là fonctionnent exactement sur la même façon. Pourquoi est-ce que ce serait différent quand il ne s'agit pas des hôtels? Madame Doré, est-ce que vous pensez que ces mesures-là vont Ben- ramener des clients vers les petits hôtels établis qui paient leur certification? Bien, écoutez, on n'en est même pas à ça. Il y a aujourd'hui la possibilité pour tout le monde de choisir le type d'hébergement qu'ils veulent. On va être tout le monde sur le même pied d'égalité parce qu'ils Et je vont pense tous que c'est payer vraiment la ça taxe l'esprit de la loi. d'hébergement. hein. C'est l'égalité, le même pied d'égalité pour tout le monde. Je suis désolée, c'est Faisons-le tout par la un baisse des temps. taxes plutôt que par la